Alors, il y a des troubles psy dont la représentation populaire n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Eh bien, on va en voir un aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de personnalité multiple dans les films, dans les livres, et avant dans le médical on parlait aussi de personnalité multiple. Mais on a découvert que finalement les gens ils n'avaient pas plusieurs personnalités en eux et que le problème était tout autre. Et c'est ce que je vais te dévoiler ici. Mais comme d'habitude, on va déjà définir ce dont on parle avant d'en parler correctement. Alors, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble dissociatif avant tout. Et les troubles dissociatifs, ce sont tous les troubles psychiatriques qui vont venir toucher à notre perception de la réalité ou de notre identité. On en avait parlé d'un qui était la déréalisation des personnalisations. Il y a aussi la TDS, qui est un peu la case fourre-tout quand quelqu'un a de forts symptômes dissociatifs, mais tu sais pas où le classer. Il y a aussi l'amnésie dissociative qui rentre dedans. Mais t'as pas que des troubles dissociatifs. T'as aussi des symptômes dissociatifs qui sont pas des troubles, mais des signes d'autres pathologies. Par exemple, dans la schizophrénie, on peut voir des altérations de l'identité ou de la perception de soi. Dans le stress post-traumatique, il y a des altérations de la mémoire, par exemple. Bref, la dissociation, en fait, c'est large. Et ça va sûrement faire une vidéo un jour. Mais en plus, c'est d'autant plus large que tu as des phénomènes non pathologiques dissociatifs, comme l'hypnose que l'on rapproche fortement de la dissociation. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le TDI. Alors, je te tiens à signaler que si c'est dans les troubles dissociatifs, le TDI, c'est à la rencontre de plein de pathologies, les troubles dissociatifs, les traumas et les troubles de la personnalité. C'est important pour la suite et je te resignale que les gens atteints de TDI n'ont pas de différentes personnalités. Donc, je vais pas t'expliquer comment il y a plusieurs personnes en une, puisque les TDI, en fait, sont qu'une seule personne. En fait, le TDI, c'est un défaut d'intégration des expériences de vie. C'est-à-dire que tu es dans un état 1, tu as des souvenirs, une façon de voir le monde particulière, et quand tu passes dans l'état 2, ce que tu as vécu dans l'état 1 n'est pas intégré comme ayant été vécu par toi. Et quand tu passes dans l'état 3, ce que tu as vécu précédemment n'est pas vécu comme ayant été vécu par toi non plus. Par contre, quand tu repasses dans l'état 1, tu retrouves les souvenirs et les états émotionnels et la façon de voir le monde que tu avais dans l'état 1. Donc techniquement, le TDI, ça se caractérise par 2 points. Le premier, c'est une discontinuité importante dans les états de la personnalité et dans l'identité. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est que tu n'es pas forcément le même en face de ta maîtresse que de tes enfants. Logique. Et des fois, même, les états que tu peux être en face de ta maîtresse ou de ton enfant se confondent et tu as des conflits internes. Mais dans certains cas, la différence entre ces états est brutale et va jusqu'à modifier la perception de soi et de son identité, ce qui donne l'impression de ne plus être soi. C'est ce qui arrive par exemple chez les gens avec des troubles de la personnalité, qui peuvent passer d'un état de culpabilisation extrême envers eux-mêmes à un état narcissique où c'est la faute de tout le monde très rapidement. Donc t'as les gens sans troubles qui ont différents états, différents modes de vie, mais qui arrivent à les gérer. Les gens traumatisés qui peuvent être activés en mode survie de façon incontrôlable et sentir qu'ils sont en train de vriller. Les gens avec troubles de la personnalité ou traumatisés dès l'enfant qui vont se faire embarquer par leurs facettes de personnalité sans aucun contrôle, ou du moins un contrôle très compliqué. Et dans des cas extrêmes, ils n'arrivent même pas à se rendre compte qu'ils sont en train de vriller. Et t'as l'extrême de l'extrême, qui est le trouble dissociatif de l'identité, où la personne ne se reconnaît même plus quand elle change d'état, et elle ne peut pas intégrer que les états précédents faisaient partie d'elle. Selon les études, la grosse différence entre, par exemple, une personnalité borderline et un trouble dissociatif de l'identité, c'est le niveau de la dissociation et les symptômes de la dissociation, ce qui mérite qu'on traite quand même les 2 pathologies de manière différente en fonction de cette dissociation. Et donc, pour faire la différence entre un trouble dissociatif de l'identité et des gens traumatisés dès l'enfance, par exemple, qui vrilleraient sans trop s'en rendre compte, il y a le deuxième critère qui sont les amnésies qui surviennent entre les différents états du soi. Par exemple, une personne avec un trouble de la personnalité peut péter des câbles et sentir qu'elle se contrôle pas, qu'elle a une sorte de bête en elle qui va piquer une crise, mais va se souvenir avoir piqué une crise et d'avoir été dans un autre état. Et dans le trouble dissociatif, dans le deuxième état, la personne ne va plus se souvenir de son état antérieur. Alors, important, il faut pas confondre le trouble, le TDI, avec l'expression du trouble. Par exemple, ici, je te donne les caractéristiques du trouble, mais la façon dont la personne va le vivre va dépendre de sa culture. Par exemple, en Occident, on parle souvent d'altères, de personnalités multiples, de systèmes. Dans d'autres cultures, on va dire que la personne est possédée par un démon ou en transe. Le but de la vidéo, c'est donc d'expliquer le processus par lequel une personne ne reconnaît pas ce qu'elle a vécu comme étant vécu par elle, jusqu'à même l'oublier,
Le but de la vidéo, ça va pas être d'expliquer comment les différentes cultures nomment ce trouble. Donc ici, je parlerai pas, par exemple, d'alter ou de possession. On va parler comme les scientifiques le font, on parlera d'états émotionnels différents, ou comme ils appellent ça, des mood states. Avant les explications, il faut rajouter quelque chose sur la façon dont le trouble dissociatif de l'identité est présent chez les patients. On verra plus tard que le plus probable est qu'un environnement particulièrement malsain soit le facteur le plus important dans l'apparition d'un TDI. Tu vas retrouver donc tout un tas de problèmes liés à cela, exactement les mêmes que tu retrouves chez les gens traumatisés dès l'enfance ou maltraités. Par exemple, on va retrouver chez beaucoup de TDI des symptômes de crise psychotique, vu le stress auquel est soumis leur organisme. On a donc les symptômes négatifs d'une psychose comme le manque d'émotion, de volonté, la difficulté à parler, et aussi les symptômes positifs comme des hallucinations, des délires ou un discours incohérent. Et aussi on retrouve tout ce qu'on trouve dans le trauma comme des insomnies, des problèmes émotionnels, plus d'anxiété et de dépression, une perception de soi distordue, de la déréalisation et de la dépersonnalisation, des automutilations, de la nymphomanie, des inhibitions sexuelles, des addictions, etc., etc., etc. Bref, tout le lot de ce qui va avec des gens qui ont été traumatisés dès leur enfance. Bref, tu vois que l'idée de changement d'état, c'est la surface de l'iceberg, sachant que l'origine traumatique du TDI fait que le nombre de comorbidités et d'handicaps explose, et donc aussi le taux de suicide dans cette population. Et comme je t'expliquais ce qui peut donner du TDI, je vais peut-être prendre des exemples un peu hardcore, donc si tu es sensible au sujet de maltraitance qui vont loin, tu peux aller voir les articles, je les ai mis en description, tout est très bien expliqué, ça t'évitera les exemples les plus durs. Donc il y a deux grosses théories qui se sont affrontées sur l'origine du TDI. Il y avait la théorie iatrogénique ou socio-cognitive et la théorie traumatique. Comme celle-ci a peu de preuves qui vont dans ce sens, on va commencer par elle et après on partira sur l'autre qu'on développera mieux. Alors cette théorie, elle postulait que le TDI viendrait de l'environnement de la personne. Donc une personne très suggestible dans un environnement qui parle pas mal du TDI ou de personnalités multiples viendrait à interpréter et s'auto-suggérer des personnalités différentes, comme de l'auto-hypnose. Cette théorie, elle se basait sur plusieurs faits, comme le fait que les personnes souffrant de TDI soient effectivement assez suggestibles, sauf que cette théorie, elle tient pas, parce qu'on observe autant de TDI dans les populations qui en ont entendu parler, comme chez nous, que chez les populations chez lesquelles c'est pas connu. Et en plus, les chiffres de traumatisme clairement identifiés chez les TDI est excessivement important. On peut arriver à du 95% de personnes traumatisées dont on est sûr qu'il y a eu maltraitance. Donc la théorie traumatique a pris plus de place et rend mieux compte de comment ça se passe chez un TDI, notamment au niveau biologique. Donc la théorie traumatique dit que ce seraient des situations traumatisantes précoces qui créeraient le TDI. Explication. T'as un truc qu'on appelle la métaconscience ou la métacognition. C'est le fait de réfléchir à ce que ton cerveau est en train de vivre. Par exemple, tu essaies de te souvenir de là où tu as mis tes clés. Tu as un souvenir qui vient. Et ensuite, tu as une réflexion qui vient sur ton souvenir. Ça, c'est de la métacognition. Par exemple, la confiance que tu as dans son souvenir. Et des fois, le bug, il va pas venir du souvenir, mais de la métacognition sur ton souvenir. Par exemple, des fois, tu te souviens bien là où tu as mis les clés. Et c'est le bon souvenir. Mais tu vas en douter. Et tu dis, ah bah non, j'ai pas dû les foutre là. Et du coup, t'y vas pas. Et bien en fait, elles étaient là. Mais t'y es pas allé parce que t'y croyais pas. Et des fois, tu as un faux souvenir, mais tu es persuadé qu'il existe. Et donc tu t'énerves, t'engueules les gens parce qu'ils ont bougé tes clés, sauf qu'en fait tu t'es planté, tu les avais foutues ailleurs. Bref, si pour le tout venant on se dit problème de mémoire, sache que dans la recherche, on parle de plein de processus dans le développement d'un souvenir, et la réflexion sur le souvenir peut être la source du problème. Dans le TDI par exemple, les amnésies c'est pas un problème d'oubli, mais un problème de métacognition. Les personnes, elles n'oublient pas réellement ce qu'elles ont vécu dans un autre état. Parce que dans les tests de mémoire implicites, on voit que l'information, elle est toujours dans le cerveau. Par contre, c'est que l'état émotionnel présent ne va pas pouvoir reconnaître les souvenirs comme venant de lui. Ce qui fait qu'en fait, les TDI ont l'impression d'avoir oublié l'information est toujours là dans leur cerveau, mais ils ne peuvent pas y accéder. Parce que la métacognition n'arrive pas à faire le travail de dire « là, c'est ton souvenir ». Tu peux t'en souvenir. Alors ça veut pas dire qu'ils font exprès d'oublier et qu'ils font style qu'ils ont oublié comme quelqu'un qui simule peut le faire. C'est un processus inconscient qui fait que le cerveau n'arrive pas à repérer ce souvenir comme venant de lui. Et dans tous les traumas, on observe que des problèmes traumatiques vont empirer
quand la métacognition de la personne traumatisée ne lui permet pas d'intégrer correctement ce qu'elle a vécu. Exemple, t'as été violé. Donc quand le souvenir remonte, t'es super mal. Et là où ça va empirer, c'est comment tu vas traiter ce souvenir. Par exemple, t'étais dans une soirée, on t'a GHB ta face, puis t'as fini violé à moitié conscient. Ça remonte, et là ta métacognition se met en mode « non, c'est pas du viol, si tu avais voulu, tu l'aurais frappé ». Et donc la personne va se sentir responsable de son viol. Ça, c'est le genre de métacognition qui va venir t'empêcher de régler ton trauma, puisqu'il t'empêche d'intégrer ce que tu as vécu correctement. Tu vas rester bloqué, du coup, par exemple, dans un sentiment de culpabilité et de honte. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand t'es enfant, que les situations que tu vis sont extrêmes, que t'as pas les capacités de les comprendre, et que personne va t'aider à le faire? Et bien ta métacognition, la réflexion que tu as sur ce que tu vis, elle va vraiment être déglinguée. Exemple extrême. T'as un de tes parents qui s'occupe de toi depuis que t'es petit, il te fait à bouffer, joue avec toi, te fait des câlins, il est sympa. T'es donc attaché à lui et ton cerveau identifie bien que t'as besoin de cette personne pour ta survie. Sauf que là, cette personne, elle vient dans ton lit et te fait des trucs vraiment pas nets. Tu sais pas ce que c'est, ça fait hyper mal, tu pars complètement en vrille à cause de la douleur, et il y a un truc qui est pire que tout, c'est que la personne que ton cerveau identifie comme nécessaire à ta survie est la personne qui te met fortement en danger. Est-ce qu'un enfant, il a la capacité de comprendre ce qui se passe? Non. Déjà, un adulte l'a pas beaucoup, et en plus, ton cerveau est assez flingué dans ces moments-là pour que tu n'aies pas la capacité de comprendre, même si tu l'as de manière rationnelle et calme. Même si tu es quelqu'un qui comprend tout intellectuellement, si tu te fais violer, ton cerveau va partir en vrille et si ça se trouve, tu n'intégreras pas du tout l'information de manière correcte. C'est normal. Là, par exemple, l'exemple de l'enfant, c'est ce qu'on appelle un trauma de trahison dans la recherche. Et c'est un des trucs qui détruisent le plus des gosses. C'est le fait que la personne qui est censée t'aider te fout dans la merde. Et puis après, le parent qui t'a flingué, dans l'exemple, il se met à chialer, tu comprends toujours pas, mais t'es mal parce que t'as de l'empathie pour lui, et t'as envie de lui faire des câlins pour le rassurer. Et là, si t'es gamin, t'es plus que très paumé. Car ta sécurité n'est pas ta sécurité, les gens qui t'aident ont besoin d'aide, t'es rassuré mais t'es en danger. Bref, tu vis des choses impossibles à comprendre, et là en termes de métacognition, c'est le bordel, puisque t'as aucune explication. Donc ça peut donner des idées comme quoi dans ton lit ça s'est jamais passé, ou que c'était pas ton père mais que c'était un démon qui venait. Ça te donne aussi peut-être l'idée que tu dois subir ça parce que tes parents ont besoin de toi. Ça te donne aussi l'idée que l'attachement c'est forcément lié au sexe, et tout un tas de merde possible qui va dépendre du patient et de ce que la personne a vécu et ce qu'elle a intégré pendant les événements. Et donc le TDI se développe dans ce type de contexte. Alors c'est pas forcément des contextes de violence sexuelle, ça peut être des contextes par exemple très violents d'injonctions contradictoires, où t'as un parent qui te frappe si tu fais quelque chose et l'autre qui t'engueule si tu fais le contraire. Mais ça arrive quand l'enfant est jeune et se retrouve dans une situation qu'il dépasse complètement et va l'amener à se développer sur des comportements, une vision de la vie et de soi complètement déformée. Sauf que ici, ce que je t'ai décrit, ça explique ce que ça peut être, par exemple, un trauma complexe ou des gens qui ont des troubles de la personnalité. Dans le TDI, tu as des facteurs supplémentaires qui vont venir encore plus perturber l'intégration de ces expériences de vie, les perturber au point que son état d'enfant aidé par ses parents va être dissocié de son état d'enfant violé et dissocié de son état d'enfant qui aide ses parents. Et ça va donner un trouble dissociatif de l'identité, avec une personne qui va vivre sa vie traumatisée sans trop comprendre pourquoi, et va switcher tout d'un coup en mode enfant violé devant un film pour adultes, mais se souvenir de rien 1 heure plus tard, puis switcher en mode je me sacrifie pour les autres dès que quelqu'un va pleurer, et pas se souvenir qu'elle a filé tout son fric la demi-journée d'après. Donc ces facteurs supplémentaires, ce seraient déjà des facteurs génétiques, parce qu'effectivement plus les gens vont être sensibles à la dissociation, plus ils vont scinder leurs différents états, mais aussi le jeune âge lors des expériences traumatiques, moins de 5 ans à peu près dans les études. Tu as des phases cruciales de développement de ton cerveau, notamment la partie qui est impliquée dans la métaconscience et la métacognition, celle qui permet de dire que ce que tu vis, tu l'as vécu. Et donc les traumatismes flingueraient le développement de ces parties chez les personnes TDI. Un autre facteur, ce serait le sommeil. Alors le lien sommeil-dissociation, il n'a pas l'air évident comme ça, mais en fait il est super important. En gros, ta métacognition et la conscience que tu as de toi, ta capacité à te rendre compte de ce que tu vis va varier en fonction des cycles veille-sommeil. Et tu as plein de phénomènes chelous qui viennent effectivement de ce passage veille-sommeil. Par exemple, tu as les rêves hypnagogiques. C'est quand tu commences à t'endormir, mais tu commences à rêver avant que tu sois endormi. Et donc c'est un peu comme si tes pensées commençaient à partir en délire.
Et tu sais que quelques instants après, tu vas t'endormir, parce que c'est pendant que ton cerveau est en train de passer de rêve à sommeil. Et en fait, les traumas viendraient vachement perturber ces phases de veille et de sommeil. Déjà, tu as des incursions fortes de la réalité dans ton sommeil avec des cauchemars liés aux événements traumatiques. C'est très fréquent qu'une personne traumatisée fasse des cauchemars de ce qu'elle a vécu. Et donc, pendant que tu es en fait en train de dormir, ton cerveau revit la réalité. Et dans les phases de réveil, il y a des phases irréelles de dissociation qui vont faire que le cloisonnement entre si tu es en train de rêver ou en train de dormir vont être vachement perturbés chez les gens traumatisés. Donc, une très forte disruption des cycles veille-sommeil empirerait la dissociation jusqu'à rendre irréels des événements traumatiques et pourrait jouer un rôle dans le fait que certains événements de la personne TDI soient lointains comme dans un rêve oublié. Donc le TDI se développerait dans un environnement de maltraitance et ce qui ferait que la personne finalement serait scindée et n'arriverait pas à intégrer certains états viendrait de certains facteurs qui empireraient les effets de la maltraitance. Du coup, est-ce que ça soigne le TDI? Alors, actuellement c'est hyper compliqué. Alors de 1, c'est compliqué parce que la personne elle-même, elle se rend pas compte forcément qu'elle a un TDI. Pour elle, elle est juste sur son canapé, puis tout d'un coup, elle se retrouve dans son lit, elle sait pas ce qui s'est passé, il y a 1 heure qui s'est passée, ça peut être un problème de mémoire, ça peut être autre chose. En plus, comme je t'ai dit, il y a des comorbidités importantes, du trauma, de la honte, de la culpabilisation, ce qui fait que la personne va pas forcément avoir l'idée de dire « j'ai un problème, il faut qu'on m'aide », mais va plutôt se reprocher les choses à elle. De 2, vu qu'il y a eu les théories iatrogènes, qui ont eu vent en poupe un moment, il y a plein de psys qui ont nié l'existence de ce trouble. Et le pire, c'est que du coup, ça a ralenti l'apparition de traitements, puisque l'idée était que si on essaie de traiter les gens qui se croient malades du TDI, on va empirer leur pathologie. Et il n'y a aucune étude qui montre ça. Et une troisième chose, c'est que même si les psys reconnaissaient l'existence du trouble, ils le connaissaient mal, ils n'étaient pas assez formés. Par exemple, jusqu'à longtemps, on parlait de personnalités multiples et des gens sont restés sur les personnalités multiples. Ce qui peut amener des thérapies inutiles, genre essayer de faire disparaître des parties de la personnalité, puisque finalement, la personne, elle est elle-même tout le temps, c'est juste ces différents états de la personnalité qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc en faire disparaître, ça marche pas bien. Donc il y a eu vachement de retard sur la prise en charge des TDI. Bon, par contre, il y a une chose dont les chercheurs semblent d'accord, c'est qu'essayer de gérer le TDI sans prendre en compte la dissociation, ça va servir à rien. La plupart des études, elles se sont focalisées sur cette partie. Alors ça veut dire quoi, gérer la dissociation? Gérer la dissociation ici, c'est par exemple comprendre des activateurs extérieurs ou intérieurs qui vont générer tes changements d'état. Comme par exemple toi, dans l'exemple, quand tes enfants arrivent, tu changes d'état, tu passes en mode parent. Ou ici, dans l'exemple, son état 3, c'est les pleurs d'une personne qui va déclencher l'état. Et les activateurs internes, ça peut être des pensées ou des souvenirs qui reviennent, qui vont provoquer une réaction émotionnelle forte qui va provoquer le changement d'état. Donc, en comprenant comment la personne fonctionne, on peut, en utilisant les techniques adaptées, réduire la réaction émotionnelle qui va faire switcher la personne, et ensuite faciliter l'intégration des différents états. Évidemment, la gestion émotionnelle va servir aussi aux différents états mentaux pour se gérer eux-mêmes, et ainsi réduire les émotions hardcore pour éviter les automutilations ou les suicides. On peut aussi développer des compétences du patient pour gérer sa dissociation et sa vie, et surtout pas se mettre en danger, surtout quand la personne part dans des états mentaux traumatisés ou antisociaux qui peuvent prendre énormément de risques. Bref, les thérapies principales actuellement, ça va être de gérer les réactions émotionnelles, les états émotionnels différents, et d'essayer de les intégrer au mieux, la plupart. Alors c'est logique qu'on ait pris ça en compte en premier, vu que c'est les spécificités des TDI, cette dissociation très forte, mais comme je t'ai dit, spécificité isole pas la personne de ses traumas qu'elle a vécu et des difficultés de gestion de sa personnalité. Donc en fait maintenant, tu as plein de thérapies qui sont en train d'être adaptées au TDI, comme par exemple le MDR pour les traumas, ou les thérapies psychodynamiques, ou la thérapie des schémas pour la gestion de soi. Mais là, on en est vraiment au stade expérimental. Genre, la thérapie des schémas sur les TDI, c'est une étude sur 10 personnes qui existe actuellement, et une étude sur 10 personnes, c'est que dalle, donc on n'a aucun retour. Là où les gens ont l'air de s'accorder, par contre, c'est qu'on peut pas juste calquer les thérapies types sur le TDI, et qu'il faut s'adapter à la dissociation, en ralentissant par exemple beaucoup le rythme de la thérapie qui est déjà très longue pour la personnalité. Donc en fait, tu en as pour quelques années. Et au final, même si on observe des réductions de la dissociation, des symptômes dissociatifs, quels qu'ils soient, pas forcément de la dissociation d'identité, même s'il y a une réduction des différents compartiments de la personnalité, c'est très rare que la personne finisse la thérapie en étant complètement unifiée. Il reste une dissociation de plusieurs états mentaux. Voilà, donc tu as plus d'informations sur le trouble dissociatif de l'identité. Si tu en veux plus, je
te mets tous les articles scientifiques en bas. Bon, c'est vrai qu'ils sont chiants, ils sont en anglais, mais bon, on n'y peut rien. Et si tu veux d'autres infos, va voir sur la chaîne, il y a plein d'autres infos partout. Voilà. Bonne journée.